on est là pour alerter à nouveau le gouvernement du manque de personnel qui est malheureusement encore plus criant qu'avant. N'oubliez pas que pendant le Ségur, évidemment, je sais bien que vous ne l'oubliez pas, on a eu beaucoup de renforts qu'on n'aura pas cette fois. Là, les lits ouverts pour le Covid sont moins importants, évidemment, vu que la vague est quand même un peu moins importante. Mais nous manquons toujours de personnel. Même avant le Covid, on manquait de personnel. On avait des lits qui étaient fermés. Et là, évidemment, avec la vague qui arrive, c'est encore pire. Depuis le Ségur, beaucoup d'infirmiers, de médecins ont quitté l'hôpital. Alors, leur motivation, c'était certainement, s'il nous reste un peu à vivre, on va aller vivre dans des endroits où on a envie, près de notre famille, etc. Donc, le gouvernement, lui, avec ses 183 €, il a attiré personne. Surtout qu'en plus, ils nous le donnent en 2 fois. Les gens du privé, les gens qui sont partis en province, les quelques personnes qui sont parties travailler à l'étranger ont quitté, ne reviennent pas, ça ne suffit pas. Les intérimaires non plus ne veulent pas prendre de poste à l'hôpital parce que les conditions de travail, en venant travailler chez nous, elles voient bien en fait ce qu'il en est, que en fait elles veulent gérer leur planning elles-mêmes, ou eux-mêmes, et donc ne pas prendre de poste à l'hôpital. Donc la solution que nous demandions, c'était rouvrir des lits, rembaucher, mais pour ça, augmenter significativement les salaires. Le minimum que nous demandions, en fait, c'était 300 € pour taper fort, pour être un peu au niveau des autres infirmières de l'OCDE. Ça n'a pas été écouté. La PC. Ça n'a pas été... Ça n'a pas été entendu. On a fait du bricolage, on a mis des pansements sur des jambes de bois. Depuis le Ségur, les gens continuent de partir. Je dirais même qu'ils partent encore plus vite. Personnellement, il y a 2 semaines, j'ai fait 4 nuits dans 4 services différents. J'ai appris que 4 personnes s'en allaient, avaient demandé 2 nuits, avaient demandé leur mutation ou leur dispo, enfin bref. Donc en fait, il y a des services entiers qui sont décimés. Ces 4 sur, je dirais, 8 coquelicots 4 sur 8 infirmières et infirmiers, 4 s'en vont, demandent leur dispo pour aller travailler en province. Fougères 6, les gens sont déjà partis. Donc là, on a un grand espoir. On est 4 sur 11 de nuit. Et moi, je vous parle que des chiffres réels que j'ai de nuit. Parce que la journée, évidemment, c'est la même chose. La Covid ou quoi? Pourquoi C'est une blague. Non, c'est pas encore le Covid, j'espère ne pas l'attraper. Eh bien, écoutez, puisque tu mets ça sur le carreau, sur le tapis, je ne sais pas, sur le carreau plutôt, sur le pavé, n'oublions pas de rendre un petit hommage ou un grand hommage à tous nos collègues qui ont été hospitalisés. L'hôpital Saint-Louis, malheureusement, a été touché. Une de nos collègues a été hospitalisée en réanimation longtemps. Elle s'appelle Brigitte et elle est encore en rééducation et malheureusement, elle ne reviendra pas. Voilà pour moi ce que j'avais à dire au nom du collectif Interhôpital et je vais, comme j'ai certainement oublié pas mal de choses, je vais passer le micro à ma collègue du collectif Inter-Urgence, Coco, la team Coco. Comment tu fais là? Je sais pas. Oh, écoute, tu te débrouilles, hein. T'appuies là-dessus? Quoi, t'appuies un peu partout, tu verras ça. Vous m'entendez? Non. Vas-y, vas-y, appuie. Ouais. Allô? Ah oui, Coco parle, vas-y. Bon, alors que concernant le collectif Interurgence, nous, à notre niveau, les comptes n'y sont pas. On a rencontré la direction il y a plus d'1 semaine. On manque d'effectifs infirmiers, AS et même médecins. Les lits d'aval ne sont toujours pas d'actualité.
La problématique, c'est que là, avec la pandémie qui court, on est un peu désemparé, et un peu irritable, un peu angoissé dans cette prise en charge au niveau du gouvernement. On pense que ça, comment vous dire, c'est un peu particulier. On a survécu au mois de mars, mais là, la difficulté, elle est de plus en plus importante. Et je pense qu'il faut que le gouvernement entende qu'on ne va pas pouvoir assumer la deuxième vague. Cette soi-disant deuxième vague. Donc pour l'instant, on prend toute notre énergie qui nous reste pour venir travailler, mais on est inquiet quand même. Donc voilà, pour notre part, en tout cas, à notre niveau, au niveau des urgences, voilà le ressenti. Ça va? Marion? On passe la parole à Marion. Non. Lionel? Je voulais juste rappeler qu'on a pris les blouses vides, je crois qu'on a oublié d'en parler, pour représenter les collègues en fait qui sont partis depuis le Ségur et avant même le Ségur. Tous les gens qui ont quitté l'hôpital, qui n'y croient plus et qui ne veulent plus donc revenir. Donc on a sorti des blouses vides pour représenter ça. Voilà, aujourd'hui c'était ça, l'opération blouse vide. Il marche mal, hein? Ah non, ça dépend pourquoi. Il y a des gens qui veulent prendre la parole ou des choses, des ressentis ou ça ira pour vous? Salvatore? On est d'accord. Non, Salvatore, rien. Pierre? Pierre, allez Pierre. Allez Pierre! Allez Pierre. Clic, clic. Là, gauche caviar. Là, gauche caviar. La gauche caviar. Très belle introduction. Non, je voulais vous dire que moi je vais partir l'année prochaine, dès que j'ai mes droits. J'y crois plus. J'ai d'autres possibilités d'être utile. Je trouve que dans cet hôpital, malgré tous nos efforts, toute notre bienveillance, toute notre capacité, c'est un superbe hôpital ici. Les conditions de travail sont pénibles, parfois dangereuses, on le sait. Mais le pire, c'est la façon dont on accueille les patients maintenant. Les durées d'attente, les brancards agglutinés. Moi, je travaille aux urgences la moitié de mon temps. Le personnel soignant qui se bat la nuit, vraiment seul, pour trouver des lits. Ça n'a pas changé. Des personnes malades, des personnes de plus en plus âgées. Les statistiques, nous les avons. Les personnes âgées restent de plus en plus de temps sur un brancard, aux urgences, dans tous les hôpitaux de Paris. Nous l'avons publié, nous l'avons dit. Tout le monde s'en fout. Nous n'avons aucun indicateur qui est pris en compte par nos directions. Je ne supporte pas que les urgences soient négligées à ce point et que les malades soient de plus en plus isolés sur leur brancard. Les personnes âgées, c'est de la maltraitance. Et la maltraitance aux patients, c'est aussi de la maltraitance aux soignants de façon indirecte et réciproquement. Voilà pourquoi je pars. Nous avons malheureusement une direction totalement absente, malgré toutes les lettres que nous leur avons faites, malgré toutes les remarques que nous avons écrites. Ils ne viennent pas nous voir, ils n'essaient pas de régler nos problèmes. Ils règlent leurs problèmes, mais pas les problèmes des soignants, ni les problèmes des patients. Et donc j'ai vraiment beaucoup de regrets. Je pense que je serai utile ailleurs, mais je fais partie des gens qui vont partir. Ne pleurez pas. Merci. La médecine générale libre. C'est pareil. Secteur 3. Secteur 3. de volume. Ah bah je sais pas moi j'ai pas besoin de mégaphone. Voilà. Même que les médecins généralistes entendent. Ah merde, pardon. Oh, mais c'est bon. Ça ira. Ça ira. Non mais là ça marche mieux. Désolée, j'avais pas mis le volume à fond. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait d'action, je savais plus m'en servir. Eh ben, dans cette histoire-là, il n'y a pas que l'hôpital qui souffre. En ville, c'est exactement pareil. On a le droit d'être et libéral et partie de la fonction publique. Et la désertification et la
des investissements des gouvernements successifs en ville font exactement les mêmes dégâts, que ce soit en ville qu'à l'hôpital. L'hôpital a les moyens de crier et d'être médiatisé, la ville non. C'est beaucoup plus difficile. À chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose, on a eu soit Charlie Hebdo, soit les attentats du 13 novembre. Donc la ville ne bouge plus, sinon ça va être mortel. Et il n'y a que l'hôpital maintenant qui peut se permettre de dire que ça ne va pas. Et ça ne va faire que empirer si les gens ne prennent pas conscience. Super. C'est bien, écoutez, merci d'être venu. C'est à vous. Donc, On peut passer le chapeau. il y a encore du blanc. De l'argent pour 300 euros. Bonjour. Alors pour ceux et celles qui seront là, encore ce soir à 19h30, et même si vous ne pouvez pas venir, dites bien à vos collègues qui travaillent de nuit, qui seront déjà sortis, etc., en fonction des horaires, que nous faisons une marche silencieuse autour de l'hôpital à partir de 19h30. Qu'on se le dise, oyez, oyez. On compte sur vous. Bonjour et bienvenue sur la page Facebook de l'Humanité. Donc vous l'aurez deviné, nous sommes actuellement à l'hôpital Saint-Louis à Paris dans le 10e arrondissement, à proximité de la gare de l'Est, au plus près des blouses blanches, puisque c'est ici que les différents personnels, infirmiers, aides-soignants, médecins, ont décidé de faire une prise de parole avec un mot d'ordre qui est « Les blouses sont vides, hôpital bafoué, démocratie en danger ». Et nous allons tout de suite donner la parole à Corinne, aide-soignante, qui fait partie du collectif Interurgence. Corinne, quelle est la situation aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis et plus précisément dans votre service ? Alors, dans notre service, il manque des effectifs, donc des IDE, des AS, des effectifs. Les effectifs, donc les infirmières, c'est un défaut de langage. Des infirmières et des aides-soignants, on n'arrive pas à recruter. Donc, du coup, c'est problématique pour nous. Et donc, on attend qu'ils viennent, que les gens viennent, mais pour faire venir les gens, il faut que les salaires augmentent, parce que c'est un tout, c'est le salaire, les logements. C'est important pour nous, pour que les formations aussi, pour les jeunes ou les moins jeunes, peuvent venir à l'assistance publique. Mais notre difficulté là, les effectifs, on est en pénurie, quoi. Alors le Ségur de la Santé, le 20 juillet, rendait ses conclusions avec un appel à l'embauche de 7500 recrutements. On a parlé d'une prime Covid de 183 € payée en 2 fois, des ouvertures de lits. Comment ça s'est manifesté ? Alors, concernant le Ségur, on a eu le 25 septembre 90 €. Et on aura le reste mars 2021. Donc voilà, déjà un zéro pointé. Concernant les primes, les lits, non, il n'y a pas eu d'ouverture de lits. Et les effectifs, les 7500 infirmiers ou aides-soignants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a naturellement les infirmières, il n'y en a pas, mais il n'y a pas non plus d'aides-soignants. Donc d'où la problématique. Après le Ségur, nous, le collectif Interurgence, on n'a pas été invités à la table des négociations. Mais on avait, nous, ça fait 19 mois que nous sommes en grève et qu'on a alerté naturellement l'administration et l'assistance publique, notre directeur, mais personne ne nous a entendus. Quelles sont selon vous les mesures à prendre de toute urgence pour sauver l'hôpital, pour venir en aide en tout cas à l'hôpital ? La difficulté en ce moment, c'est que en fait le Covid est encore là et que
c'est une difficulté dans le sens où c'est toute la France maintenant, c'était peut-être pas encore des régions. Donc là, on a du mal à recruter au niveau renfort. La première fois, au mois de mars, on a pu avoir de l'aide de Bordeaux, de Montpellier, de Toulouse. Mais là, on est coincé. Donc ils essaient de trouver des solutions, mais c'est compliqué. Alors, j'imagine, comme des millions de Français, vous avez suivi le discours, enfin l'interview du président Emmanuel Macron hier soir au journal télévisé. L'hôpital, la situation de l'hôpital public a été tout de même la grande absence de ces annonces. Est-ce que c'est révélateur pour vous ? Nous, on était des héros et les premiers de cordée au mois de mars, mais là, on a l'impression d'être, on est les oubliés. Voilà. Aucun mot pour nous, aucune solution. À part nous empêcher peut-être de circuler. Faut pas oublier que sur l'hôpital, vous avez deux équipes, une grande équipe de 7h à 21h et une équipe de nuit. Donc ça va être une difficulté pour pouvoir, on ne tient pas à avoir naturellement 135 € d'amende. Et donc il faut mettre en place les choses correctement. Je pense que le temps, ils n'ont pas réfléchi, le Covid ne va pas s'arrêter à 21h. Et en tout cas, nous qui voyons autour de nous les gens malades, il n'y a pas un temps horaire en fait. Il n'y a pas de temps horaire. Donc on ne comprend pas sa position en fait. On n'a pas compris. Et concernant vos collègues, vous voyez des démissions, des départs volontaires, comment ça se passe ? Alors, on a des envies, on a des collègues qui ont envie de partir, on essaye au mieux de les réconforter, de leur dire de rester parce que c'est une équipe en fait. De travailler ensemble et de travailler à l'hôpital. Il faut qu'ils restent, nous on a besoin d'eux, donc on essaye de les retenir, mais c'est complètement difficile vu que la situation elle est compliquée et donc c'est pas la même chose que dans le temps, vu que je suis une ancienne aide-soignante, donc les choses c'est compliqué pour eux en fait. Alors, avec la reprise de l'épidémie, la PHP envisage l'annulation des congés pour les personnels soignants. Alors, craignez-vous une nouvelle dégradation des conditions de travail dans les jours et les semaines qui viennent ? Le problème, c'est qu'on est fatigué. Même si on nous enlève nos CA, ce qui avait été modifié pendant le mois de mars, on nous avait enlevé nos congés annuels. Là, on nous demande au volontariat de les enlever. Vous voyez, c'est plus subtil que ça. Donc écoutez, là pour l'instant on voit que les modifications des plannings ils n'ont pas été faits. On ne nous a pas imposé le fait d'enlever les congés annuels. Mais après, s'il y a vraiment une difficulté, c'est une histoire de solidarité, de se proposer. En tout cas, moi je pense comme ça. Voilà. Merci Corinne. De rien. Je vous envoie Sylvie maintenant. Elle part plus que moi. Attends mon chat. Ouais. Alors nous sommes avec Sylvie, infirmière du collectif Interhôpitaux. Sylvie, on vous a écouté tout à l'heure au microphone devant tous vos collègues. L'ambiance au sein de l'hôpital ? L'ambiance actuelle, du désarroi, du dépit. On espérait qu'avec la crise du Covid, qu'au moins le Covid aurait cet avantage, entre guillemets, ce qu'il a eu, de montrer l'hôpital avec ses difficultés. Mais on pensait qu'au niveau du gouvernement, il prendrait vraiment la mesure du problème, qui évidemment ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Mais on pensait qu'il y allait avoir des grandes choses de fait, une restructuration en profondeur. Là, comme je disais tout à l'heure, ça a été pansement sur jambe de bois. On s'est dit, allez hop, on va leur donner un petit peu d'argent, 80 € et puis encore 80 €. Ça va les faire rester, ça va les faire revenir. Non, c'est pas comme ça qu'on restructure un hôpital. C'est pas comme ça qu'on peut rouvrir des lits. C'est pas comme ça qu'on fidélise le personnel avec ce qu'il a vécu pendant la crise du Covid et avec ce qu'il vit depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Ça fait
je ne veux pas dire de bêtises, 10 ans que nos salaires sont bloqués. Donc c'est ni plus ni moins un rappel. Là, l'augmentation, c'est un petit rappel de ce qu'on n'a pas eu comme augmentation par rapport à l'inflation, etc. ces dernières années. Ça date quand même, je crois, de 10 ans. Donc voilà, pour ce qui est, on est extrêmement déçus du Ségur. Déjà, on n'était pas convaincus de ce qui allait se dire, de ce qui allait se passer. Mais on s'est dit, bon, on va jouer le jeu. Le collectif interhôpital en a fait partie. Le collectif interurgence, malheureusement, n'a même pas été appelé à la table des négociations. Or que c'est eux qui ont commencé vraiment le mouvement, qui ont alerté, parce que ce qui est le plus visible à l'hôpital, c'est les brancards pleins aux urgences et les gens dans les couloirs. Mais s'ils sont comme ça, c'est parce que dans les services, il n'y a plus de lits et que les services sont fermés à cause du personnel. C'est donc en fait le problème de l'urgence aux urgences est visible, mais c'est tout l'hôpital qui a des gros problèmes. Manque de médecins, manque d'infirmières, manque d'aides-soignants, manque de gens dans les labos, à tous les niveaux. Donc voilà, on avait quand même un petit peu d'espoir, on s'est dit on va les laisser faire, on ne sait pas, ils vont peut-être nous écouter, ils vont peut-être enfin comprendre avec ce qui se passe. Eh bien non, une augmentation, 283 € qu'on aura entièrement en mars, des heures supplémentaires qui ont été un peu majorées pendant la crise du Covid. Et les réouvertures de lits? Alors, pour ce qui est des réouvertures de lits, évidemment, on nous promet 4000 lits. Alors 4000 lits, si besoin. Vous savez, c'est un peu du Dafalgan, si besoin. Ça veut dire si le patient a des douleurs, on lui donne du Dafalgan. S'il n'en a pas, on ne lui donne pas. Donc les lits si besoin. Bon, ça veut dire quoi les lits si besoin? Moi, je suis bête, je n'ai que bac +3, je ne suis qu'infirmière. Des lits si besoin, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Des lits, on en a besoin tout le temps, toute l'année. On en manque. Depuis 20 ans, les lits sont fermés. La population vieillit. On est de plus en plus d'habitants en France. Les gens vieillissent. On a besoin de lits tout le temps. Alors les lits si besoin, ça veut dire que vous cassez une jambe à Borias, on va vous envoyer un lit. Vous attrapez une grippe très très forte à Toulouse, on va vous mettre un lit là-bas. À Nantes, ça va être quoi? Un noyer. Au Pays Basque, ça va être un qui va se prendre la planche à voile sur la tête. Bref, du coup, qui va aller soigner ces gens? Parce qu'un lit d'hôpital, c'est 2 ou 3 équipes. Médecins, infirmières, aides-soignants, brancardiers, la radio, etc. C'est une équipe. Donc, on va chercher le personnel. On va aller le chercher où? Déjà, on va aller le chercher où? On va les mobiliser comment? Déjà, il n'existe pas. Ensuite, on le mobilise. Donc, il faudrait une réserve. Ça serait bien, si vous voulez, dans l'idéal, s'il y avait des infirmiers, des aides-soignants sans poste au chômage. Là, oui, on pourrait dire, allez, hop, mission à tel endroit, on y va tous. Sortez tous vos caravanes, vos camping-cars, on y va. Là, non. Ça, c'est pas possible, on n'est pas assez à l'hôpital. Alors, s'il y avait des mesures, s'il y avait 3 mesures à prendre d'urgence, quelles seraient-elles selon vous? Alors, les mesures à prendre d'urgence, c'est l'augmentation du personnel. Alors déjà, que ce soit les infirmiers, les aides-soignantes, les laborantins, les radiologues, les sages-femmes, tout. Ensuite, les médecins. Parce que n'oubliez pas qu'un médecin qui va dans le privé, il est riche. Le médecin à l'hôpital, il écrit, il enseigne, etc. Mais il n'est pas bien payé. Donc ça, c'est l'augmentation des salaires. Une fois que l'augmentation des salaires est conséquente et que les gens reviennent et que les nouveaux viennent travailler à l'hôpital, les nouveaux diplômés, on rouvre des lits. On rouvre des services, on rouvre des lits, on rouvre même des hôpitaux qui ont été fermés, des maternités qui ont été fermées, des réanimations, des hôpitaux comme j'ai un trou de mémoire. L'Hôtel-Dieu, etc. Il y a moult exemples dans toute la France qui ont été fermés. Donc ça, on rouvre. Donc ça, c'est donc comme ça, on peut rouvrir des lits. Et la 3e mesure, alors j'hésite entre 3 ou 4. Alors ça serait déjà l'arrêt de la tarification à l'activité.
Ça, évidemment, c'est pas ce qu'il faut, parce que c'est un cercle vicieux. Plus vous travaillez, plus vous faites des actes, plus vous avez d'argent. Donc du coup, plus la médecine coûte cher. Ça, c'est certain. On n'a pas à faire des concurrences à celui qui va faire le plus d'actes, et du coup, le service aura plus d'argent. Il faut que ce soit réparti autrement. Quand vous avez de l'argent pour vous acheter une voiture et que vous avez... un autre gros problème à votre maison, vous allez attendre, vous allez prendre une voiture un peu moins chère et vous allez pouvoir acheter autre chose d'important aussi. Là, non. Il y a un budget pour tel service, il n'ira pas dans l'autre, etc. Donc ça, et le quatrième, ça serait que les médecins puissent aient plus de vue sur la gestion de l'hôpital. Moi, je parle en tant qu'infirmière, je connais... C'est pas mon domaine, la gestion de l'hôpital, les médecins, etc. Mais une chose est certaine, c'est que pendant le Covid, quand on a laissé les rênes aux médecins, ça tournait. Qu'il faille des gestionnaires dans un hôpital, peut-être. Par contre, que c'est les médecins, eux, qui sont capables de gérer leur service, etc. C'est leur métier de soigner des gens. Alors, le gouvernement n'est pas à une contradiction près, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'après avoir donné quelques conclusions pour satisfaire l'hôpital public, qui sont de toute façon pas du tout à la hauteur, le projet de loi de finances de la sécurité sociale envisage une économie à hauteur de 800 millions d'euros pour l'année 2021 dans le secteur hospitalier. Alors déjà, je ne sais pas comment c'est possible, vu qu'on travaille encore plus par rapport à la crise du Covid qui n'est pas terminée. On vient de nous annoncer hier soir qu'il y en avait au moins pour un an des problèmes. Le virus, il ne va pas disparaître comme ça, comme il est arrivé, à moins qu'il reprenne l'avion comme il est arrivé, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas dire avec le Covid. On découvre un peu au jour le jour. Mais là, actuellement, vous constatez une recrue. Oui, c'était très calme. On a toujours un petit peu de patients atteints de ce virus, même pendant l'été. Mais là, les lits se remplissent. On est obligé de repousser un peu les murs. Mais c'est pas subi comme ça avait été au mois de mars. Il ne faut pas dire non plus, voilà. Bon, mais pour ce qui est du budget de la sécurité sociale, eh bien, écoutez, déjà, la sécurité sociale, ça ne va pas être compliqué de faire des économies par rapport à cette année, vu le gaspillage qu'on a mis dans les tests qui coûtaient 70 €. On a testé tout, n'importe qui. Une fois qu'on a eu des tests, on n'en avait pas. Une fois qu'on en a eu, ça a été... Vous avez des gens qui vont se tester tous les jours, des fois. Mais ça sert à quoi ? Il faut tester les gens qui ont des symptômes, les gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui est atteint. C'est ça l'important. Donc là, en fait, c'est remboursé. Donc ça, c'est un gros gaspillage. Donc si on se tient par rapport à l'année 2020, 2021, on pourra effectivement faire des économies là-dessus. Mais c'est pour faire des économies par rapport à avant, c'est... Bon, eux, ils vont encore faire des fermetures de lits, le capacitaire, c'est-à-dire que vous aurez un médecin pour plus de patients, une infirmière pour plus de patients, etc., pour économiser. Une nouvelle dégradation. Encore, toujours, de toute façon, ils veulent faire des économies sur l'hôpital. C'est quelque chose, c'est incroyable. À partir du moment où on fait des économies sur l'hôpital... Ça veut dire qu'on ne peut pas soigner les gens correctement, ça veut dire que les gens, on ne peut pas faire de prévention, ça veut dire que le diabétique, il ne va pas pouvoir être soigné en temps et en heure. Donc du coup, après, au lieu d'avoir un diabète équilibré, il va se retrouver en cardiologie pour des artères bouchées, il va se retrouver amputé dans une clinique, donc tout ça, ça va coûter plus cher. Il aura une greffe rénale parce qu'évidemment, le diabète, les conséquences, c'est des problèmes rénaux. Donc en fait, au lieu de faire des lits pour soigner correctement dès le début des gens, on va repousser tout ça et ça va coûter encore plus cher. Il faut axer sur la prévention et il faut ouvrir des lits de manière à ce que les gens, on les soigne dès le début de la maladie. Si on tarde, ça augmente. Moi, j'ai eu un patient il y a, je crois, qui a été décédé il y a 3 semaines, qui ne voulait pas se
soigné pendant la période du Covid. Résultat, il est mort parce qu'il n'a pas eu ses cures de chimio, etc. On est obligé de repousser sans arrêt les opérations, les cures de chimio. C'est très très grave parce que ça aussi, ça fait des décès. Et ça coûte. Parce qu'au lieu de venir pendant 2 jours faire sa cour de chimio ou 3 jours, lui, il est resté plusieurs semaines à l'hôpital. Voilà. Ok, merci. La sécu, là, ça creuse. Merci Sylvie. On l'aura bien compris, le personnel est révolté et il a toutes les bonnes raisons de l'être. Merci beaucoup pour votre témoignage et puis nous avoir reçus aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis. Merci à vous Merci. de nous rendre visite. Voilà. Donc ce Facebook Live se termine. Nous vous invitons évidemment à suivre toute l'actualité sur cette grande journée de mobilisation et de grève nationale sur l'humanité.fr, dans le quotidien L'Humanité et aussi à travers l'Humanité Dimanche en kiosque tous les jeudis. Nous allons mettre fin à ce live et merci de l'avoir suivi.